Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Oui, c'était mon premier livre d'ailleurs, où, pour dire bref, j'étais dans une vieille tradition, soyons clairs, à l'époque, une tradition marxisante. Pas marxiste, hein, j'étais de ceux qui se reconnaissaient comme étant marxiens. Hein, la tradition de Georg Lukács, enfin des penseurs d'envergure, Ernst Bloch, etc. Et dans le fond, je réfléchissais sur ce qu'était la domination. Et mon idée de base dans ce livre, c'est de montrer que c'est à partir de là que j'ai considéré qu'il y avait une ruse par rapport aux dominations économiques, dominations idéologiques, et que le peuple, dans le fond, arrivait à résister. Voilà, logique de la domination. Il y a la domination qui est là, je dirais sous ses formes capitalistes, symboliques, etc. Et en même temps, il y a une sagesse populaire qui sait résister. Voilà mon idée. Bon. Domination, là encore, pour donner mes références théoriques, je m'appuyais sur cette grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt, qui avait mis en place ce qui est une réflexion sur l'idéal démocratique, par exemple. Mais en même temps, dans la filiation heideggerienne qui était la sienne et qui est également la mienne, et s'employant à réfléchir, sa thèse était sur Saint-Augustin, pour dire les choses simplement, Hannah Arendt montrait qu'il y avait une vie contemplative, une vie contemplative, à côté d'une vie active, et que le travail de l'intellectuel, moi c'est ainsi que j'ai considéré le mien toujours, avait cette était contemplatif, c'est-à-dire que un peu cette différence entre le savant et le politique. Moi, je reste un savant et je ne m'intéresse pas ou je n'agis pas en termes politiques. Voilà, c'est ça, hein, la contemplation du monde. C'est notre métier. Et malheureusement, les 3/4 des intellectuels ont oublié cette contemplation pour, dans le fond, s'engager politiquement. Je le vois d'un point de vue sociologique. Tous mes collègues, mes chers collègues à la Sorbonne on disait sociologues de gauche. Je veux dire, c'était obligatoire. Moi, ce n'était pas mon cas. J'avais cette vieille tradition de distance. Et la contemplation, oui, c'est une distance. Savoir prendre le temps de débat, de méditer, de contempler ce qui est, faire état, constater d'une manière un peu cette espèce de neutralité axiologique qui est la mienne. Et c'est quelque chose qui actuellement fait cruellement défaut, ou dans quelques domaines que ce soit, concernant le vaccin, concernant la guerre en Ukraine, il y a toujours le bien et le mal, le bon et le juste, etc. Alors que de mon point de vue, il y a toujours cette espèce d'attitude complexe. Voilà ce que j'appelle la contemplation, prendre sa distance. L'attitude normale du vrai savant, du vrai intellectuel, qui d'une certaine manière, comprenez-moi bien si vous voulez, hein, quand je dis ne s'engage pas, n'a pas envie de dire ce qu'est le bien ou le mal. C'est le métier du responsable, c'est le métier du politique, c'est le métier du curé, enfin peu importe en la matière, ou du moraliste, qui par après, c'est légitime, hein, je considère moi que l'action politique est légitime, bien évidemment, mais que pour qu'il y ait cela, il faut d'abord qu'il y ait une forme de contemplation. Hein, la vieille idée weberienne, le savant et le politique.
avant de répondre sur ce point, oui, Proudhon, pour moi, est un auteur important. Hein. D'ailleurs, j'ai l'œuvre complète de Proudhon et depuis ces temps dont vous parliez, depuis les années 70, je continue à lire et à méditer cette œuvre qui était une réflexion, dans le fond, sur l'anarchie, dans le vrai sens du terme. Un peu celui qui a été un peu le pendant de Proudhon, c'est Élisée Reclus. Hein, et qui avait une très belle définition de l'anarchie qui est la mienne. Moi, je reste dans cette sensibilité anarchisante, je l'ai dit dans tel ou tel de mes livres d'ailleurs, sensibilité libertaire, c'est l'ordre sans l'État. Voilà. Donc, sur ce point, c'est une pensée qui me paraît particulièrement d'actualité. Oui, alors ce qui est en jeu actuellement, c'est un mensonge généralisé, soyons clairs. C'est-à-dire que ceux qui ont... Vous voyez, on est dans un moment où les élites, et j'ai écrit un livre qui s'appelle, avec Hélène Schroll, qui s'appelle « La faillite des élites », où je montrais en quelque sorte comment les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, sont totalement déconnectés. Et quand on est déconnecté, si je puis le dire en termes un peu triviaux, on en rajoute. Et le mensonge, c'est qu'on en rajoute. Hein. On ne croit même plus ce que l'on dit. Hein. C'est de l'ordre de l'incantation. Je me fais bien comprendre là-dessus. Quand les ethnologues nous parlent de l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est plus convaincu. Hein. Moi, l'image grivoise que je donne, c'est on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Hein. C'est de l'incantation. Et actuellement, les incantations, et c'est ça le vrai mensonge, c'est ce discours officiel des élites, hein, pour moi ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, qui vont parler de démocratie, les valeurs républicaines, laïcité, contrat social, voilà, des mots qui ne veulent plus rien dire, mais que l'on dit comme ça à tire-larigot. Ce sont des incantations. Et dans le fond, si on le dit au travers d'un terme très simple, je dis incantation, mais c'est le mensonge, tout simplement. Donc il y a ce mensonge généralisé. En même temps, alors là, je vous donne mon sentiment profond, hein, celui qui me paraît important, de la sagesse populaire. Je considère qu'il n'y a pas adhésion à ces incantations. Hein, et que dans le fond, la puissance populaire, puisque moi je fais une distinction entre le pouvoir institutionnel et la puissance qui vient du bas, la puissance populaire ne se reconnaît plus et, disons, se moque fondamentalement de ces incantations et de ce mensonge. Vous voyez, donc à la fois il est là, et en même temps, je dirais de manière un peu provocante, il n'est pas important. Il faudrait revenir là, ce que j'appelle moi le syndrome de Ponce Pilate. Hein. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Moi je pense que d'une certaine manière, Ponce Pilate représentait cette espèce de sagesse populaire. Donc qu'est-ce que la vérité? Un des auteurs, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui n'est pas connu, qui s'appelle Pierre Abélard, au XIIe siècle, qui est le premier qui a résisté à une conception dogmatique du monde. Lui, son livre essentiel, c'est « Sic et non », oui et non. Vous voyez, c'est-à-dire, il montrait comment les choses étaient tout à fait ambivalentes. Abélard disait « La vérité, ce n'est pas une chose importante. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui est vraisemblable. » Voilà. Et donc, de ce point de vue, il faut être attentif à ce vraisemblable. C'est ça, la contemplation. C'est-à-dire, encore une fois, décrire les choses telles qu'elles sont. Et puis après, ben voilà, ça devient des vérités tout à fait partielles. Je sais que je choque quand je dis ça. Je disais justement dernièrement dans un débat, etc., et je voyais en face de moi les journalistes qui étaient là, qui étaient choqués par ce que je disais, la vérité n'est pas importante. La vérité n'existe pas. Ce qui est important, c'est le vraisemblable, si je repense ce que je viens ici d'indiquer. Et actuellement, les mensonges sont présentés comme des vérités. Donc, en termes philosophiques, là, c'est pas de la sociologie que je fais. En termes philosophiques, il faut accepter le fait que, dans le fond, il n'y a jamais de vérité. Il y a toujours des éléments qui sont vraisemblables. Le problème, c'est que ceux qui font du mensonge actuellement le présentent comme étant la vérité. Voilà. Donc, il faut se purger de cette notion de vérité. Un de mes dadas théoriques, hein, si je puis dire, c'est que nous sommes à la fin des Lumières dans le sens de la philosophie des Lumières, hein, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Soyons clairs, c'est à partir de ce XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, si vous voulez, que se sont élaborés au XIXe siècle le grand système marxiste, Hegel avant, les systèmes socialisants, etc. Et que d'une certaine manière, c'est ce qui est l'élément essentiel dans tous les domaines. J'en sais rien, moi,
Même l'Église va se présenter comme étant la forme ultime des Lumières. Moi, je connais bien beaucoup de mes amis francs-maçons du Grand Orient qui considèrent que les Lumières, c'est la chose la plus importante. Et alors que ce sont des menteurs aussi, à bien des égards. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fut cette belle idée des Lumières, l'universalisme, la vérité ne nous échappera pas, enfin des éléments de cet ordre, eh bien tout cela est en train de cesser véritablement. L'image que je donne, moi, c'est les Lumières deviennent clignotantes. Et les derniers tenants des Lumières, c'est les woke, le wokisme. Woke, ça veut dire éveillé. Donc je suis éveillé, j'ai la vérité, etc. Au nom du genre, du sexe, de la couleur de la peau, etc. Et donc dans le fond, c'est en ce sens que je dis que les Lumières deviennent clignotantes. Et les Lumières dans le sens du XVIIIe siècle, qui continue, encore une fois, à être ce qui, d'une certaine manière, irrigue les pensées, pour moi, convenues, le charabia, les Niagara d'Autiel de bons sentiments, etc. À côté de cela, d'une manière beaucoup plus prosaïque, Péronne, Raoult, pour moi des gens qui ont quelque chose à dire, oui, vous avez raison, sont des lumières, ça, mais pas dans le sens des lumières du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'ils nous éclairent, et de fait, ils nous éclairent, mais je ne voudrais pas qu'on les rattache à la philosophie des Lumières. Voilà. Là encore, si vous voulez, moi je fais cette distinction qui vient de mon origine populaire, si vous voulez, entre le pouvoir institué et la puissance populaire. Et je maintiens que ce qui est une manière de développer ce mensonge dominant, c'est une conception très économiciste du monde, c'est-à-dire vieille tradition marxisante. L'infrastructure est importante, la superstructure est secondaire. La superstructure, c'est la culture, c'est la religion, le sacré, etc. Tout cela est tout à fait secondaire par rapport à l'économie. Et c'est en ce sens que je dis que les discours lancinants actuellement sur les pouvoirs d'achat, gauche et droite confondus d'ailleurs, tout le monde reprend ad libitum un terme comme ça. Pour moi, c'est plus cela qui est important pour le peuple. Le peuple, il a envie d'âme maintenant. Il a envie, je dirais, de revenir à des éléments que l'on a cru oublier, la spiritualité, la culture, même s'ils n'emploient pas le mot que je viens de dire, ils ne disent pas spiritualité ou culture, mais dans le fond, c'est en quelque chose, c'est à partir de quoi se structure une société. C'est quoi à partir de cette société? C'est le mythe, c'est les symboles. C'est, voyez, c'est à partir de l'irréel qu'on comprend le réel. C'est à partir, encore une fois, d'éléments invisibles qu'on peut comprendre le visible. Et moi, je considère que les discours lancinants sur le pouvoir d'achat, c'est la fine pointe d'une conception marxisante. Voilà. Et que c'est ce qui est dominant dans le discours journalistique des experts et des politiques, bien évidemment. Mais c'est une manière, encore une fois, de ne rien comprendre à ce qui meut fondamentalement cette sagesse populaire. C'est rentrer, vous voyez, dans quelque chose qui est pour moi dépassé. J'ai eu pour vieil ami un penseur pas négligeable, qu'on ne cite plus actuellement, qui est Jean Baudrillard, par exemple, et qui avait écrit un livre qui s'appelait, beaucoup de livres, mais ces livres, Société de consommation, le système des objets. Et il montrait, c'était un des premiers à faire la critique de la société de consommation. Du système des objets, disant on est possédé par ceux que l'on croit posséder, c'est ça l'objet. Alors, la critique qu'il faisait, moi je l'ai fait mienne, et c'est de montrer que finalement, on n'est plus dans cette société de consommation, on n'est plus dans une espèce d'obsession de l'objet. Et le pouvoir d'achat, dans le fond, et revenir sur le pouvoir d'achat, continue à nous faire rester dans cette société de consommation. C'est plus là que, pour moi, qu'est la vraie sagesse populaire. Vous voyez, si je le dis très simplement, je vois dans mon village des gens parlant, mes voisins, etc., qui sont tous des ouvriers, des prolos, des gens du peuple. J'entends cette conversation, j'ai plus rien à manger ce soir, viens manger à la maison. Vous voyez, c'est anecdotique ce que je dis, mais c'est quand même quelque chose qui renvoie à fraternité, solidarité, partage, échange. Voilà des mots archaïques qui sont, quand je dis archaïque, dans le sens, pour moi, fondamental, arché, ça veut dire en grec ce qui est premier, ce qui est fondamental. Voilà des expressions ou des mots archaïques qui me paraissent dépasser l'idée de la consommation, l'idée du pouvoir d'achat. Encore une fois, j'ai rien, viens chez moi. Oui, intérêt général, moi je serais là-dessus plus, je suis influencé par saint Thomas d'Aquin, donc je préfère le bien commun. Voilà.
Oui, moi je pense que le bien commun, c'est ce qui est en jeu et c'est ce que les élites diverses ne comprennent pas actuellement. C'est ce qui fait que, alors pour rester dans ce qui est votre obsession, il reste sur la vérité, une vérité fausse, hein, on est d'accord là-dessus, mais ne comprennent pas ce bien commun. Comment dire cela? Le bien commun, dans le fond, alors pourquoi pas intérêt général, mais moi je préfère l'expression de cette vieille expression de bien commun, ben c'est, comment dire, si je le dis un peu à la manière de, sur une expression qu'a proposée Edgar Morin, une conception beaucoup plus complexe du monde, hein, quelque chose qui met l'accent sur l'entièreté de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire, entièreté de l'être? Ça veut dire qu'il y a le matériel et le spirituel. Et la conception marxisante, celle qui a dominé, qui va dominer dans cette idée, ce fantasme du pouvoir d'achat, ben ça reste tout de même, encore une fois, quelque chose qui considère que ce qui est important, c'est cette séparation entre la culture et la nature. Moi, je pense qu'il y a le corps et l'esprit. Pour moi, il y a une conjonction entre les deux. C'est ça, le bien commun. Vous savez, là encore, je vais vous ennuyer un peu, si vous permettez. Hein. Toute espèce animale a un problème essentiel, c'est celui de la transmission. Hein, comment je vais intégrer de l'énergie juvénile, dans le fond, sans trop la châtrer. C'est ça le problème, je dirais, de toute espèce et de la nôtre également. Quand on regarde sur la longue durée, on se rend compte qu'il y a deux manières de transmettre, de faire la transmission. La première, qui pour moi est en train de s'achever, c'est l'éducation. L'éducation repose sur un principe simple. Jean-Jacques Rousseau l'a bien montré dans l'Émile, ce roman d'éducation. Toi, tu ne sais rien, moi je sais, educare, et je te tire. Voilà. Ça peut devenir en grec pédagogie, mais c'est la même chose. Et là, on voit bien comment actuellement cette éducation, ce qui était bien en effet à la fin du 19e siècle, hein, moi je suis un produit de cette éducation d'une certaine manière, qui était bien pour tout le monde, le milieu populaire pouvait s'élever, et bien évidemment, s'il travaillait, c'est quelque chose qui ne marche plus, tout simplement parce qu'il y a un côté très abstrait. J'écoutais ce matin un ministre que je ne nommerai pas de l'éducation, tenant un discours hyper abstrait, encore une fois, qui était incompréhensible sur le fait ce qu'est l'éducation. Alors mathématiques, privilégiées par rapport aux lettres, ou le contraire suivant le moment. Il y a un côté qui est totalement erratique à bien des égards. Peu importe, ces discours sur l'éducation montrent que ça ne marche plus. Et qu'à ce moment-là, il y a le second élément de la transmission qui, pour moi, est en jeu actuellement. C'est l'initiation. L'éducation repose, encore une fois, si je le dis un peu à la manière lacanienne, sur la loi du père, ce côté vertical. L'initiation, c'est la loi de ce que j'ai appelé la loi des frères. C'est-à-dire, Internet aidant, je suis obligé de rentrer en connexion avec ceux qui connaissent des choses. Vous voyez, je vous donne un exemple anecdotique si je ne suis pas trop long. Moi, j'ai fait mon cours dans mon amphi Durkheim à la Sorbonne pendant 40 ans. Voilà, j'ai fait mon cours. Sinon que la dernière décennie, j'avais mes doctorants qui avaient le micro-ordinateur ouvert et qui pouvaient me dire en temps réel, monsieur, vous faites une erreur. Ce texte de Hegel n'est pas de 1823, il est de 1826. Vous voyez, enfin, peu importe. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a cette cyberculture fonctionnant, quelque chose qui fait que je ne peux plus imposer. Je ne peux plus avoir le pouvoir éducatif. Il suffit que j'ai une autorité. Pour moi, il y a une différence entre le pouvoir qui impose et l'autorité qui fait ressortir. Voilà ma réponse. C'est-à-dire que l'éducation, c'est fini. La pédagogie a fait son temps, et par contre, le réenchantement du monde induit par les réseaux sociaux, par la cyberculture sous ses diverses modulations, fait que d'une certaine manière, il va falloir tenir compte de la réversibilité, de l'interaction. Pour moi, encore une fois, le bien et le faux sont mêlés intimement, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, on ne peut pas fonctionner ce qui est en fait ce qui est le fait, encore une fois, d'une classe politique ou journalistique totalement désincarnée, sur le fait qu'il y a d'une manière tranchée le bien et le mal. Voilà. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'ombre de Dionysos, qui est un de mes Dionysos, c'est un de mes, qui vient d'être réédité, là, la 6e édition. Voilà, avec une nouvelle préface, il est de 82, il vient d'être réédité il y a 2-3 mois, je ne sais plus combien, et j'ai fait une grosse préface en montrant justement l'importance de cette figure dionysiaque. Et le titre du livre, c'est « L'ombre de Dionysos ». Et je rends attentif au fait qu'un homme sans ombre n'existe pas.
Et une société sans ombre n'existe pas. C'est pour ça que j'ai toujours un peu peur d'une vérité qui s'impose comme ça, mais en sachant que oui, il y a vous avez employé le mot qui me paraît être un mot simple, à la fois fort simple et tout à fait convenable, il y a de l'erreur. Et l'erreur nous constitue aussi. Et il faut l'accepter, cette erreur. Je dirais, c'est ça le vrai humanisme qui reconnaît qu'il y a de l'humus dans l'humain. Vous voyez, il y a de la boue dans ce qui nous constitue, si je peux le dire un peu simplement. Et donc, ne pas avoir peur de l'erreur, mais la reconnaître pour la dépasser, pour l'intégrer, apprendre à partir de là, etc. Voilà. Et c'était ça, puisque je citais Pierre Abélard. J'insiste, Pierre Abélard, c'est un penseur qui a beaucoup marqué, même le 19e siècle d'ailleurs. Ce livre, un livre fameux qu'il avait écrit au 12e, c'était « Sic et non ». Oui et non, voyez, et de voir comment, en quelque sorte, ce que nous sommes, c'est cette espèce d'interaction. Et or, reconnaissons que la parole publique actuellement, sous ses diverses modulations, reste sur une vérité, qui est le sic, oui. Mais en même temps, quand on regarde la classe politique, on se rend compte, et on l'a vu dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, comment leur oui est très changeant. Il est totalement, ce que j'appelle, moi, des sincérités successives. En amour, il y a des sincérités successives. Mais là, actuellement, dans le politique, il y a des sincérités successives. Mais c'est des faussetés, tout simplement. De toute façon, rien. Moi, je considère que le président Macron est l'exemple même du mensonge absolu. Il ne faut pas oublier que sa vraie vocation, c'est d'être un théâtreux de sa jeunesse. Et comme il est resté adolescent, il continue à rester sur cette théâtralisation. Et donc, dans le fond, là, c'était ça ce qu'il disait. Ces expressions, c'est de la théâtralité, un point, c'est tout. Dans un livre précédent, j'avais montré, en citant Platon, que quand il y avait dégénérescence de la démocratie, ce qui est de mon point de vue le cas actuellement, il y a de la théâtrocratie. Et le président actuel, pas que lui, disons, la classe politique en général repose là-dessus. Le monde journalistique également, c'est de la théâtrocratie. Mais, pour tout vous avouer, j'avais, dans un de mes livres, qui est toujours fort ennuyeux, mais j'avais écrit l'éloge du relativisme. Et je maintiens. Et pour tout vous avouer, même le pape Benoît XVI, qui avait lu mon livre en allemand, m'avait invité 2 fois à discuter avec lui, parce que le relativisme, c'était, pour l'Église catholique, quelque chose qui n'était pas bien du tout, bien évidemment. Et je lui avais montré, comme il était, comme je l'estime énormément, et que c'est un penseur qui n'est pas négligeable, je lui avais rappelé que je m'inspirais, en parlant du relativisme, d'un philosophe et un sociologue allemand qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Georg Simmel, qui a terminé sa carrière à Strasbourg, où j'ai commencé la mienne. Et Simmel montrait que le relativisme, c'était pas le fait qu'on n'ait plus d'idées. C'est ce qu'on dit en France, le relativisme, tout se vaut, tout fout le camp, etc. Simmel montrait que le relativisme, c'était la relativisation de la vérité unique en vérité plurielle et la mise en relation de ces vérités. C'est la relativisation de la vérité avec un grand V et mise en relation. C'est ça le relativisme, mise en relation de ces vérités. Voilà, donc moi je considère que en sortant ces poncifs sur le relativisme, sur le complotisme, l'obscurantisme, etc., c'est encore une fois de la théâtralité, alors que de fait le relativisme n'est pas inintéressant. Alors que le fait, je viens de le dire, ce qu'on appelle obscurantisme, c'est la prise en compte de l'ombre qui nous constitue, fondamentalement, ce que j'appelle, moi, l'humanisme intégral. L'humanisme intégral, c'est reconnaître qu'il y a de l'humus dans l'humain, voilà, etc. Et donc, en parlant de l'obscurantisme, c'est une manière actuellement, pas que de ce président, c'est une manière qu'ont en général les élites, qui considèrent qu'on revient à des choses qui étaient dépassées. Le Moyen-Âge, par exemple, qui était obscurantiste, alors que la lumière au XVIIIe va éclairer le monde. Là, non, ce qui est en jeu actuellement dans la sagesse populaire, c'est le retour de la tradition, le retour du sacré. Moi, je suis frappé de voir comment des quantités de jeunes actuellement, moi j'en rencontre énormément encore maintenant, se convertissent, vont faire le pèlerinage de Saint-Jacques, vont faire une retraite dans Talabille, etc. Vous voyez, alors on va qualifier ça d'obscurantisme. Non, c'est tout simplement le fait que ce que dans notre progressisme bené, et maintenant pour moi destructeur, on avait cru dépasser, les éléments de la tradition, et sont en train de revenir. Pour moi, c'est la spirale qui est en train de revenir, ce que j'appelle l'enracinement dynamique. Dans le fond, si je prends cet oxymore, la plante humaine, tout d'un coup, se souvient que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Voilà mon hypothèse.
disons qu'on peut espérer, qu'il y ait une lucidité qui advienne de la part, encore une fois, de ceux qui censément ont le pouvoir. En la matière, c'est des organismes que je ne connais pas, que vous venez de citer, mais qui sont, la plupart du temps, sont des organismes d'inquisition, pour le dire un peu simplement. Alors qu'ils reconnaissent que Péronne, son action paraît saine, juste, humaine, je dirais, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs fois la chance de discuter, parce qu'il m'avait appelé avec le professeur Raoult, c'est pareil, il a été condamné, alors que, pour ce que je comprends, puisque moi je ne connais rien à la science médicale et autres, c'est pas mon domaine, mais je ressens, encore une fois, très simplement, qu'il y a dans l'action de ces deux que vous venez de citer, mais il y en a bien d'autres comme ça, qui existent, il y a cette espèce, je dirais, de lucidité. Vous voyez, c'est pas la vérité, la lucidité, c'est-à-dire, encore une fois, quelque chose d'humain. Par exemple, le professeur Raoult, il soigne. Péronne aussi, je crois d'ailleurs, aussi, enfin, dans leur métier, tout simplement. Ils n'en restent pas uniquement dans une espèce de conception surplombante, comme beaucoup de médecins de plateau sont. Là, au contraire, il y a, encore une fois, cette conception enracinée de l'humain. Voilà. Et qu'on commence à le reconnaître, c'est heureux. Et ce n'est pas négligeable, ce que vous venez de dire. Je pense que d'une certaine manière, le dogmatisme commence à faire son temps. On en a assez, à bien des égards. Et que même les organes, encore une fois, d'inquisition tels que celles que vous avez citées tout à l'heure, vous n'avez pas dit le mot que je viens d'employer, mais moi je le dis, même eux sont obligés de reconnaître qu'il y a lieu d'être beaucoup plus, encore une fois, à la fois subtil et à savoir intégrer des gens qui, justement, sont des gens véritablement humains. Oui, alors attention, moi, encore une fois, Péronne, je n'ai pas discuté avec lui, mais Raoult, j'ose pas dire régulièrement, mais plusieurs fois, il m'a appelé, on a échangé, etc. Soyons clairs, moi, ma position là-dessus est prudente, c'est-à-dire que moi, je les estime fondamentalement. Quand je dis je les estime, voilà. Et pour ce qu'ils font, je dirais dans l'entièreté. Bon, je suis attentif à cette idée de complexité que j'ai citée d'Edgar Morin, c'est-à-dire, comment dire, ils partent, pour ceux que j'ai discuté avec Raoult, à partir de leur expérience, tout simple, c'est-à-dire de médecins qui doivent soigner, tout simplement. Vous voyez, donc là-dessus, moi, je n'ai pas de compétences pour en juger, je ne peux pas trop en parler, même de son analyse scientifique, ce n'est pas mon domaine. Par contre, je ne peux qu'apprécier, dans le sens simple du terme, c'est-à-dire je donne son prix à l'action qui est la leur, que ce soit Raoult, que ce soit Péronne, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui fait que, comment dire, ils sont attentifs à ce que je dis depuis tout à l'heure, le corps et l'esprit. Pour un médecin, le corps, c'est soigner. Il soigne. Qu'après, ils réfléchissent d'un point de vue scientifique, ça, c'est pas mon domaine. Et là, c'est le leur. A priori, je leur fais confiance. Quand on est enraciné dans l'expérience, moi, je leur fais confiance. Et je peux vous le... Alors, oublions les noms que vous venez de citer, mais moi, je le dis aussi pour le domaine qui est le mien, c'est-à-dire qu'un penseur ou un sociologue ou un philosophe, pour moi, n'est vrai que dans la mesure où sa pensée s'appuie sur l'expérience, sans racine. Voilà. Et pour Péronne et Raoult, sans racine. Pour moi, ce qui est important, c'est cet enracinement. Alors, disons que c'est un phénomène qui est fréquent. Moi, c'est un de mes dadas depuis de longues années. Je rends attentif à ce qu'une époque est en train de s'achever. Une époque, en grec, époquée, ça signifie parenthèse. Donc, une parenthèse est en train de se fermer. Pour moi, la parenthèse moderne, qui a débuté au XVIIe siècle, Descartes, qui s'est conforté au XVIIIe siècle, philosophie des Lumières, qui s'est systématisé au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, et puis au XXe siècle, où on a vécu là-dessus. Si je puis dire, on a bouffé le capital. Je le dis de manière un peu simple. Voilà. Et quelque chose d'autre est en gestation actuellement. Ce que certains, je suis de ceux-là, appellent la post-modernité, où donc d'autres valeurs sont en train de naître, d'autres manières de se dire sont en train de naître, etc. Il se trouve, et voilà ma réponse, que les élites, ce qu'on appelle les élites, la définition que j'ai donnée des élites, c'est la suivante, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire intellectuels, experts, politiques, machin chose, etc. Bien. Ces élites restent sur le schéma de la modernité. Individualisme, rationalisme, progressisme.
voilà le tripode à partir duquel se sont élaborés les grands systèmes philosophiques et sociologiques du XVIIe au XIXe siècle. Et donc, dans le fond, ils nous serinent des éléments qu'eux-mêmes ne comprennent pas fort bien, d'ailleurs, mais il faut être progressiste, il faut être rationnel, il faut être, je sais pas quoi, individualiste, etc. Alors que, de mon point de... Alors donc, c'est ça, il y a un discours qui est décalé. Hein, si je le dis d'une manière imagée, les astrophysiciens nous indiquent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile qui est morte. Le foyer s'en éteint, on continue à avoir cette lumière. Et donc, dans le fond, les élites continuent à rester sur cette étoile. Les lumières, que je dis devenir clignotantes, mais qui se sont élaborées au XVIIe, XVIIIe, etc. Alors, il me semble qu'actuellement, ce que j'appelle toujours la sagesse populaire, ce qui est pour moi l'obsession théorique qui est la mienne, ne se reconnaît plus dans ce tripode que je viens d'indiquer, mais que par contre, c'est le nous. La tribu, comme j'avais dit à l'époque, la communauté, c'est l'émotionnel sous ses formes multiples et diverses, l'affect, sentiment, passion, et c'est vivre au présent. Voilà pour moi le tripode qui est en jeu. Et donc il y a ce décalage, comme cela est fréquent chaque fois qu'une époque s'achève, où une élite continue à rester sur des valeurs dépassées et n'est plus du coup en phase. Alors l'abstentionnisme en est une expression, les soulèvements divers de Gilets jaunes ou Convoi de la liberté, ou ces grands rassemblements juvéniles pour des rave parties. Pour moi, c'est des manières de se soulever. L'abstentionnisme, qui n'est pas négligeable. Pour moi, ce sont des soulèvements contre un discours officiel. Et donc, il y a lieu d'être attentif à ce qui vient du bas. Voilà, en gros, pour moi, ce qui fait qu'on ne se reconnaît plus dans une vérité tout à fait surplombante. Et de mon point de vue, c'est cette espèce de réaction, de soulèvement qui va se développer de divers ordres, encore une fois, soit d'une manière violente, soit d'une manière beaucoup plus douce. À bien des égards, peut-être, contre ces pouvoirs officiels, le sang va couler. On verra. C'est scandaleux. Pour le dire un peu simplement, c'est proprement scandaleux. Mais c'est en effet la forme ultime de la paranoïa. Paranoïa, c'est ça, hein, le paranoïa, c'est cette espèce de pouvoir surplombant. C'est ça que ça veut dire en grec, la paranoïa. Et donc, dans le fond, oui, ça, c'est le combat d'arrière-garde, ce qui vous touche actuellement. Pour moi, le combat d'arrière-garde, vous voyez, j'ai eu comme maître Julien Freund à Strasbourg, il montrait que quand une armée pressent qu'elle a perdu, elle tue. C'est ce qu'on appelle les combats d'arrière-garde. C'est sanglant. Et là, actuellement, c'est un combat d'arrière-garde. Alors, le problème, je vous prie de m'en excuser, moi qui prends un peu de recul, je vous rends attentif au fait que quand même, je l'ai dit dernièrement, je ne sais plus où, que quand on additionne actuellement le Figaro, je ne sais plus quoi, Libération et Le Monde, on atteint 500 000 lecteurs. Qu'est-ce que c'est, vous voyez, c'est-à-dire par rapport aux 68 millions de Français. Les télévisions, moi je vois rares sont les jeunes qui actuellement ont une télévision chez eux, par exemple. Hein, moi, mes étudiants, mes filles n'ont pas de télé, etc. Donc vous voyez, il y a lieu d'être attentif au fait qu'il y a un décalage entre le mainstream, les médias mainstream, ou le radio, ou télé, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la cyberculture étant là, le net-activisme étant là, les réseaux sociaux, les blogs, les forums, Twitter, Instagram, etc., c'est là quand même que passe l'information. Excusez-moi de le dire comme ça même, et c'est pas pour moi négligeable, c'est ce qui était le fondement même, et c'est pas péjoratif ce que je dis, du café, du commerce, dans le vrai sens du mot, hein, c'est-à-dire où dans la discussion, hein, commerce des idées, commerce amoureux, commerce des biens, etc. Et pour moi, il faut revenir à ce commerce dans le sens que je viens d'indiquer, hein, c'est-à-dire dans l'entièreté du commerce tel que je viens de le dire. Donc oui, moi je pense que n'ayez pas peur, vous avez raison, et c'est ce qui va se développer d'une certaine manière. Peut-être que je me trompe en disant ce que je dis.